Ce matin, dans la matinale, nous allons recevoir un médecin qui a décidé depuis plusieurs années d'aider les autres, qui s'est engagé dans l'humanitaire depuis plus de 20 ans. Il s'agit de Zouheir Lahna. Il s'est rendu dans de nombreuses zones de conflit, l'Afghanistan, les territoires occupés palestiniens, mais aussi la Syrie, un pays ravagé par la guerre civile depuis plus de 5 ans, qui a fait plus de 250 000 morts. La majorité sont des civils pris en otage dans les bombardements. Le drame, c'est que les organisations humanitaires étrangères n'y ont plus accès seuls. Quelques bénévoles parviennent encore, comme Zouheir. Il s'est rendu à Alep, Idlib et d'autres villes du nord-ouest de la Syrie. Il a vu toute l'horreur de cette tragédie. Il a vu des centaines de milliers de personnes abandonner leurs maisons, leurs biens pour prendre la route de l'exil. Certains sont parvenus à trouver une terre d'accueil, mais ils sont dans la plus grande détresse. Zouheir connaît bien leur situation. Il y a quelques mois, il nous avait confié sur notre antenne son souhait d'ouvrir au Maroc un centre de soins pour les réfugiés. C'est chose faite depuis quelques jours. Zouheir Lahna est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Également avec nous, Rachid Jankari. On vous avait reçu il y a quelques temps, mais cette fois-ci, on vous reçoit en tant que président du comité de soutien de ce centre. On va en parler en détail. Alors, Zouheir, ce centre vous tenait à cœur depuis très longtemps. Vous avez été auprès notamment de ces Syriens dans leur pays. Vous avez vécu avec eux leurs cauchemars et vous vouliez aider aussi ceux qui ont réussi à fuir, mais qui aujourd'hui vivent dans des conditions des plus difficiles. Bonjour, je vous remercie de m'inviter et de parler de ce petit centre qui est un petit pas vers peut-être quelque chose de plus grand, on l'espère, Inch'Allah. En fait, on ne peut pas rester indifférent, comme la plupart des gens, aux images de Syriens qui sont devant les mosquées, en train de mendier dans les carrefours. Ce matin, en venant chez vous encore, j'ai vu une femme avec un enfant émitouflé, il fait froid, elle est en train de mendier parce que c'est leur seule source de revenus. Et quand je discutais avec eux, ils se mettent à 2-3 familles dans des petits appartements de 50 mètres carrés de Doha. Je fais de la pub, j'y peux rien, c'est le moins cher en fait. Ils sont allés dans le quartier le moins cher à Casablanca, celui de Farah Salam, à Oulfa, près de Rahma, pour ceux qui connaissent. Et en fait, beaucoup de gens, voilà, la misère de ce pays arrive chez nous. Et on ne fuit pas cette terre comme ça. Ces gens-là, ils avaient des maisons, ils avaient des terres. Quand on va vers eux, j'ai fait une enquête avec Rachid, c'est plus des gens du milieu rural. Exactement comme ceux comment dirais-je, comme les déracinés marocains aussi, qui viennent aussi comment dirais-je, des maisons, des bidons qui viennent des terres qui n'apportent plus rien pour remplir des bidonvilles. Voilà, donc le fait de travailler en Syrie m'a fait connaître un peu plus ce pays, ces gens. Et d'être confronté à leur réalité sur place. Bien sûr, et pas que, parce que ce centre ne s'intéresse pas qu'aux Syriens, parce que l'idée, je l'avais depuis longtemps vis-à-vis des Africains. J'ai fait l'Afrique depuis 15 ans. Je la connais, et ces Africains qui ont échoué au Maroc, ils rêvaient tous d'Europe, comme nos émigrés, nous aussi, et ils sont restés coincés au Maroc. On ne leur donne pas l'autorisation de travailler. Beaucoup de gens ne leur font pas confiance. Il y a un racisme latent, il faut le dire. Et aussi, ils m'ont dit, les seuls vraiment voilà. Alors c'est vrai que nous, comme vous dites, on les voit à la sortie des mosquées, on les voit au feu. Quand on s'arrête avec notre voiture, on voit effectivement ces nombreuses femmes en train de mendier, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles vivent au quotidien et ce qu'elles ont vécu. Bien sûr. En fait, c'est des gens qui ont une vie. La première fois, j'étais en 2012 au camp Zaatari, et j'ai vu des familles qui n'avaient rien, qui ont fui juste avec rien dans une tente. Et je vous avoue que je suis parti à ce moment-là, j'avais quelques petits problèmes. Et quand j'ai vu les gens qui n'avaient plus rien, je me suis dit finalement, moi, j'ai aucun problème. J'en ai rien, parce que les gens n'ont plus d'avenir. Et surtout les femmes. Vous imaginez une femme sans domicile, une femme sans ses habits, une femme sans intimité, rien. Alors, bon, au Maroc, heureusement qu'il y a des gens qui sont très généreux, mais il n'y a pas d'institution malheureusement. Ils sont livrés à eux-mêmes.
Alors, ce centre, vous l'avez ouvert la semaine dernière à Casablanca, dans le quartier d'Oulfa, où se trouve une majorité de réfugiés. Qu'est-ce que fait ce centre, au juste? Il fait ce que je sais faire le mieux, la santé de la Soigner. femme. Moi, je suis un médecin qui s'occupe des femmes, qui a travaillé en Afrique depuis maintenant presque 20 ans sur la mortalité et la morbidité maternelle, au Maroc également, dans pas mal de régions reculées. J'ai fait de la formation parce que je pense que la meilleure chose que peut laisser un individu sur Terre, c'est sa trace. Et moi, je possède une science que je peux enseigner, donc je peux transmettre. Et là, en fait, ce centre, voilà, ça va s'occuper des femmes, des enfants bas âge, mais on va commencer par la santé reproductive, parce que ce sont les plus fragiles, comme je disais. Je suis en train de voir un peu comment elles sont soignées. Ils sont soignés de façon très aléatoire. Les services publics les prennent en charge, mais vous savez bien, les services publics, ils ont du mal même avec les Marocains. Et maintenant, on va essayer de les aider, faire un circuit de soins. Par exemple, cette semaine, tout de suite, on a vu vendredi une patiente qui a des problèmes au niveau des trompes. Tout de suite, on va lui trouver des moyens pour l'opérer dans une clinique. On a déjà trouvé les moyens pour ça. Et on veut assurer un soin de porte à porte. Et c'est ça, en fait, le concept d'une médecine qu'on peut dire, entre guillemets, humanitaire, c'est d'aller vers les gens. C'est pas laisser les gens se débrouiller pour venir vers vous. On va dans leur quartier, on leur fournit le transport jusqu'à la clinique. Tu me débrouilles pour trouver des collègues qui vont travailler comme moi gratuitement, notamment des bilans gratuits, des prises en charge à nappate gratuites. L'anesthésiste va travailler gracieusement parce que c'est des gens qui me font confiance. C'est essayer de mettre en place pratiquement une pieuvre avec des branches un petit peu partout. Et c'est là que vous intervenez, Rachid. Vous avez beaucoup aidé Zouhair à faire les connexions. En fait, c'est ça l'intérêt du projet, c'est qu'il y a un comité de soutien qui comprend des associations, des militants et des membres de l'écosystème de santé. Et l'objectif, c'est quoi? C'est comment soutenir une institution, parce qu'aujourd'hui, l'humanitaire, tout ce qui est santé au Maroc, il était toujours ponctuel, les caravanes médicales, ou bien une opération parce que c'est l'hiver. Aujourd'hui, avec l'expérience de Zouhair, et je pense que c'est comme ça elle a réussi à constituer un comité de soutien parce que c'est une personne physique qui a beaucoup fait d'expérience avec Médecins sans frontières. Il était dans les zones de guerre de par le monde, pas seulement dans le monde arabe, donc il a même une connaissance géopolitique des contraintes liées au travail humanitaire. Et ce qui est bien, c'est qu'il est là. Donc, INJEB, c'est une cristallisation de ce retour d'expérience internationale. Et aujourd'hui, le défi, c'est comment construire une institution. Parce que la difficulté, c'est vrai qu'il a de la volonté, mais comment construire un écosystème autour de lui, parce que c'est un leader, et parallèlement, trouver les moyens pour avoir une équipe permanente et avoir un point focal. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a des prestations, c'est une expérience embryonnaire et basique, donc on a les pieds sur terre. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est créer un bon point focal qui peut se baser sur l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, il y a les médecins, il y a les cliniques. D'ailleurs, après le lancement de l'expérience, il y a beaucoup de... C'est fédérer les volontés, en fait. Ouais. C'est surtout ça, c'est comme un hub. Qui permet à ce que tout le système de santé... Et aujourd'hui, il y a aussi une conviction, c'est que aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire aussi. C'est aussi cette conviction. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce centre, c'est pour les Syriens, les Subsahariens, mais aussi pour ceux qui sont hors système de santé. Pour tous les Marocains qui sont en situation qui sont difficile. hors système. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, j'étais présent le jour de démarrage, il y avait une Camerounaise qui n'a pas de passeport. Donc imaginez quelqu'un qui n'a pas de passeport ou de carte nationale. Il ne peut pas être admis nulle part. Il a peur déjà, et en plus d'avoir les problèmes de santé. Il peut même, quand il a un problème de santé, il peut avoir le courage pour aller affronter. Mais imagine quelqu'un qui vient et vous le connaissez pas, il n'a même pas de passeport, il n'a pas d'identité. Donc c'est ça l'intérêt de INJEB. Et en fait, l'idée, c'est comment avoir autant de INJEB au Maroc, parce que... Ben justement, on va en parler, parce que beaucoup se sont dit, mais comment ils ont fait? Est-ce que ça coûte très cher de monter un centre comme celui-là, où vous allez avoir les aides? Ça coûte quoi? En fait, je veux rebondir juste parce que j'aimerais bien que vous racontiez à nos auditeurs, parce que j'ai lu sur votre site cette petite lettre d'une jeune qui a tout juste 16 ans et qui a appris que vous aviez ouvert ce centre, une lettre très très émouvante qui vous demande, monsieur, vous l'avez fait, est-ce que nous aussi on peut le faire?
Mais bien sûr. Mais en fait, c'est ça, en fait. Les bonnes volontés existent, mais ils n'ont pas enfin, de terrain pour s'exprimer, malheureusement. Et après, les portes se ferment, et après, hop, on tombe dans l'oubli. Parce que le principal capital, c'est le capital temps et volonté. Humain. Humain. L'argent, là, ça ne coûte rien. On a un appart octroyé, comment dirais-je, ça nous a coûté 60 000 dirhams pour équiper le centre, et ça va coûter 6 à 8 000 dirhams de frais de fonctionnement par mois. C'est rien. Sérieusement? Sérieusement, bien sûr. Mais ça sans calculer le temps C'est des le gens. temps. Parce que il y Oui, a, oui, il y non, a- Le évidemment, temps, on ne on compte l'entend, pas. mais- C'est des bénévoles. C'est le temps. En fait, c'est le temps qui compte. C'est la volonté qui compte. Nous, depuis toujours, à chaque fois qu'on a un problème, on le passe sur les moyens. On le passe sur les moyens et après on fait rien. L'argent n'a jamais résolu le problème. Être bon avec les gens, donner un sourire, ça coûte rien. Expliquer aux gens... Donner un sourire ne sauve pas une vie, l'argent, oui. Oui, non. Les moyens sont importants, l'argent non. Maintenant que je reçois plein ce matin même, je reçois parce qu'ils pensent que je suis un samaritain qui a de l'argent. Juste pour rebondir à ce que tu dis, et c'est là que son discours est totalement différent des autres. Zorel dit que même un sourire peut sauver une vie parce que ces gens sont dans une telle détresse et personne ne leur tend la main. Et le départ, en fait, de ce que vous dites par rapport à ce centre, mais aussi, c'est d'essayer de mobiliser un maximum de gens, de changer en fait notre regard à tous sur ces réfugiés. Mais, d'abord, je peux parler des gens. Moi, je fais confiance à mes compatriotes. Les Marocains sont bons. Ils donnent, ils donnent. Mais dès qu'il y a un truc qui se construit, ils ont de la méfiance. Parce qu'ils ont été floués pas mal de fois. C'est pour ça que je voulais pas parler de centre avant qu'il existe déjà. Et je le mets à mon nom parce que je me mouille. Je prends la responsabilité juridique là-dedans. Et en fait, après... Avec peu de moyens, on pourra. Cette intervention qu'on va faire cette semaine peut coûter 10 000 dirhams, on va la faire à 2 000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on a je donne ma science, je parle avec mes amis, comme tous les Marocains veulent bien faire du bien. Qui c'est qui veut pas faire du bien? Tout le monde veut, parce qu'on est bon par nature. L'être humain, il a le côté bon, le côté aussi cupide, mais si tu stimules en lui le côté bon, il monte. Et c'est ce que m'a appris le temps. Comme les guerres, quand je les côtoie, la guerre peut te sortir le meilleur d'un être humain comme le pire. Et on a des vendeurs de guerre. Vous savez, à Madaya, on en a parlé au téléphone, il y a des gens qui est le village voilà, qui utilisent la famine pour trafiquer sur le kilo de riz. Il y a d'autres gens qui donnent de tout parce qu'ils veulent sauver ces gens. Donc vous avez les deux cas de figure. Et en fait, en revenant au Maroc, mettons les moyens qu'on a. Il y a des moyens, il faut des moyens, mais peu de moyens peuvent faire beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé 5 semaines en Syrie. L'association, ça lui a coûté juste le billet d'avion. Parce que sur place, j'ai donné mon temps, j'ai fait des formations, j'ai fait 70 interventions, j'étais reçu par les gens chez eux, dans les hôpitaux, je mangeais avec eux, je dormais là où je pouvais dormir, et finalement, ils ont gagné sur moi énormément. Quelqu'un de l'ONU qui vient, c'est 1 000 $ par jour, plus son salaire. Vous avez la différence qu'il y a. Je ne pense pas que que l'argent puisse nous freiner. Avant-hier, quelqu'un est venu me visiter, il travaille dans un centre de santé marocain, il ne travaille pas. Il voit 2 malades par jour parce que le centre de santé est là politiquement. C'est là où on casse les volontés et on dilapide de l'argent. Quand j'ai fait des enquêtes sur les accouchements au Maroc dans le milieu rural, d'ailleurs bientôt on va faire aussi un travail en montagne, vous avez des centres de santé qui font 6 accouchements par an, jusqu'à 20 accouchements par an, sur un personnel de 8 personnes qui est désabusé. Donc l'accouchement revient à 100 000 dirhams à l'État. Donc là, on dilapide de l'argent. Alors justement, par rapport à l'État et par rapport à l'existence de ce genre de centre, vous avez parlé de votre responsabilité juridique qui est engagée. Comment ça fonctionne? Quel statut est-ce que ça a? Comment vous êtes reconnu? Les gens que vous recevez, est-ce qu'ils ne risquent rien justement parce que certains n'ont pas de papier, sont dans des situations illégales? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Quand on fait de l'humanitaire, il faut de l'audace. Et c'est un cabinet médical qui donne des soins gratuits. Donc il a le statut d'un cabinet médical. Voilà, c'est un cabinet médical qui donne des soins gratuits. Je suis entièrement dans la loi. Et parallèlement, juste pour revenir à la question, en fait, il y a 2 axes que vous avez soulevés, la partie financière et la partie
y compris, c'est un centre aussi pour les Marocains du Mini. Pour l'argent, on ne la sous-estime pas, et c'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir un comité de soutien. Mais je pense qu'il est intéressant, et sur la base de ce de retour d'expérience, de démarrage de l'idée jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a fallu juste un point focal pour qu'on identifie les bonnes volontés, et même nous, on est stimulé par la bonne volonté des autres. Donc il y a cet aspect. Et c'est vrai qu'il y aura la levée de fonds au niveau du processus. Il faut juste donner les garanties et la confiance aux gens à mon niveau. Il y a un autre aspect, c'est au niveau du centre, parce que c'est les Syriens et les Africains et les Marocains. En fait, aujourd'hui, INJEB, il se positionne aussi sur les Marocains démunis, mais en allant vers les gens qui sont hors système. Par exemple, d'ici 2 semaines, on va faire une opération à Imlil. C'est dans la région la plus pauvre au Maroc. Donc, dans le monde rural, dans les montagnes, il n'y a pas de prise en charge médicale. Et ce qu'on a comme matériel aujourd'hui au niveau et capital humain au niveau de INJEB, on va le transporter pour faire une opération ponctuelle. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un centre pour les Africains, les Subsahariens, les Syriens, les Marocains du Mini. Et en plus, il n'y a pas de prétention, c'est un petit centre. Oui, tout à fait. Mais c'est même ça, un petit centre qui va... Mais aujourd'hui, l'idée, c'est comment dupliquer, comment encourager. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence de 2 choses. L'État ne peut pas tout faire, y compris dans l'humanitaire, et non pas seulement pour gérer le flux migratoire lié à des considérations géopolitiques. Il y a aussi un autre élément. Il faut institutionnaliser l'humanitaire, parce que je peux donner c'est-à-dire aujourd'hui on fait l'humanitaire comme une érection chez les hommes. C'est ponctuel. Aujourd'hui, non. Il faut arriver à institutionnaliser. Ah, l'image. Voilà. On va peut-être prendre Youssef là. Mais c'est vrai, c'est que les gens, ils sont excités. Ils font une opération. Chacun sa vie sexuelle. On va voir ce qu'il en pense. Radio 2M. Youssef Xier nous prend de court. Médecin n'est pas un métier, mais une vocation, un sacrifice. C'est pour ça que moi j'ai fait humoriste. Moins de responsabilité et moins de pression. On en voit rarement des humoristes offrant pour aider des victimes. Quoique ça ne serait pas une mauvaise idée pour certains humoristes de se mettre en danger. Une manière de se remettre en question. Un humoriste ne peut pas ouvrir un centre socio-rigolo pour venir en aide aux réfugiés, mais par contre, il peut faire une chronique pour inciter les gens à soutenir le projet. Alors, quand je dis soutenir le projet, liker la page Facebook, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on va sauver des vies. J'ai rarement vu un médecin au bloc opératoire avec son ordinateur sous la main dire à moins de 100 000 likes, on va le perdre. Alors, il faut faire des dons, que ce soit d'argent, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, de temps pour aider cette initiative. Et à vous, docteur, je vous souhaite bon courage, car faire preuve d'altruisme dans un domaine où vous pouvez facilement rentabiliser votre temps en vous enrichissant rapidement, vous avez décidé de tendre la main aux autres, et ça, c'est admirable. Youssef Xier, que vous retrouvez tous les matins sur Radio 2M. Docteur Lehna, justement, vous dites que vous sillonnez le monde, les zones de conflit depuis près de 20 ans pour aider ces gens, et vous dites que vous ne coûtez rien. Mais comment vous vivez, vous? Je ne suis pas un professionnel de l'humanitaire, je travaille. Je travaillais dans les hôpitaux en France, après j'avais un cabinet privé. Depuis une expérience gagné beaucoup d'argent importante de Gaza, et en fait, j'ai pris sur moi de donner 80% de mon temps pour ça. Et j'appelle même pas ça de l'humanitaire. Je pense que c'est un besoin, je pense que c'est un devoir. C'est un devoir, et c'est de rendre aussi à notre métier sa noblesse. Notre métier, déjà on n'est pas payé, on doit être honoré quand on fait des actes. Et deuxièmement, j'ai vu quand l'argent entre dans la relation médecin-malade, elle la ruine. Donc c'est pour ça que je souhaite que le patient reste patient, ne devienne pas client. Je veux lui rendre service avec les moyens que j'ai, et je souhaite, par ce travail, si je peux, remettre un peu la confiance dans le système. Parce que le système, moi je ne suis pas contre le système, je veux aider le système. C'est le système qui se méfie de nous. C'est le système qui nous ferme ses portes. C'est le système avec ses administrateurs qui ne travaillent que sur des chiffres et des points. Les gens ne sont pas des chiffres.
Le besoin des Marocains n'est pas le besoin des Européens en termes de santé, n'est pas le besoin des Américains en termes de santé. C'est ni celui des Africains qui est beaucoup inférieur. Il est intermédiaire. On n'a plus beaucoup de minutes, on a à peu près encore 5 minutes. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit point sur la situation humanitaire justement en Syrie que vous connaissez bien. Damas, la semaine dernière, a autorisé un premier convoi humanitaire pour transporter de la nourriture et des médicaments pour la ville de Madaya qui est dans une situation extrême où des gens aujourd'hui meurent de faim, où on parle véritablement de famine. Est-ce qu'il y a d'autres zones dans cette situation-là aujourd'hui en Syrie? Le conflit syrien est devenu très complexe. Maintenant, il y a 4 Syries. 4 Syries. Le pays est presque divisé en 4. Vous avez le parti kurde, la partie encore tenue par le régime, la partie tenue par le rebelle où je travaille, et la partie administrée par Daesh. Donc c'est ça la réalité. Mais c'est pas si net, parce qu'il y a des mosaïques. Par exemple, il y a des régions comme Madaya, Al-Ghouta, ça, qui sont autour de Damas, mais qui ont une certaine indépendance interne, donc encerclées. Là où je travaille, il y a 2 villages alaouites, Kafra ou Foua, qui sont aussi entourés. La différence entre les alaouites et les autres, c'est que les alaouites, que le régime possède des avions, donc il peut leur larguer de la nourriture. Les autres, non, comme il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de largage de nourriture. Et cette situation d'arriver à la famine, et à ce que les gens vendent sa voiture pour 20 kilos de riz, est terrible mondial. Moi, depuis longtemps, je ne fais plus confiance aux grandes tergiversations sur parler, sur couloir humanitaire, sur tout ça. Est-ce que l'ONU et les grandes ONG ne savaient pas ça? Elles le savent pertinemment. L'ONU maintient encore tous les pays maintiennent des relations diplomatiques avec Damas. Ils ont des moyens de pression sur elle. Ils ne le font pas. Ce que je souhaite, c'est que cette guerre s'arrête parce que je suis aux côtés des êtres humains, de part et d'autre, qui se font massacrer. Vous savez, la Syrie, 40% de la population s'est déplacée. C'est comme si au Maroc, la moitié de la population s'est déplacée, la moitié est partie à l'extérieur. C'est pour qu'ils arrivent jusqu'au Maroc, ils ont fait du chemin. Et ceux qui sont restés sur place sont restés pour plusieurs raisons. Soit qu'ils y croient, soit qu'ils ne peuvent pas se déplacer, soit que ce sont des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir, et maintenant, ils payent le prix en fait de choses qui les dépassent, de tractations internationales qui les dépassent. Et malheureusement, ce qu'ils ont fait là, encore l'ONU et tout ça, rentrer pour donner à manger aux gens pendant 15 jours, c'est rien. C'est une opération ponctuelle. Ponctuelle et dérisoire. Parce que ce qu'il faut, c'est vraiment une solution politique pour que la guerre s'arrête. Oui, mais alors là, on n'y est pas, on n'y est pas encore. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas de ça. Je pense qu'ils maintiennent la pression parce que ce pays va être divisé, mais ils veulent le diviser qu'après l'avoir ruiné entièrement. C'est ça la réalité, malheureusement. Vous allez retourner en Syrie? Oui, parce que ma place est là-bas en fait. Dans la région désertée du nord, tenue par le rebelle, tous les médecins qui ont une expérience chirurgicale sont partis. Il n'y a plus, pour tous les gynécologues dans le nord, que 30 gynécologues femmes, très jeunes, qui ont 30 ans, qui ne font pas de la chirurgie avancée comme je sais le faire et comme je les enseigne. Aux chirurgiens, il ne reste plus que 100 chirurgiens. La plupart n'ont pas de diplôme. Ils ont stoppé. Donc aussi, c'est pour ces jeunes-là que je vais pour renseigner. Et pour la population qui ne peut pas sortir. En fait, quand vous y allez, vous ne faites pas seulement des interventions, vous formez des jeunes. Bien sûr. En ce moment. Bien sûr. Un qui m'a appris la formation qui s'appelle professeur Raphaël Pitti, c'est un Français militaire, ancien militaire. Il a une phrase magnifique qui dit « Enseigner sauve des vies ». Quand on enseigne, on laisse quelque chose pour le reste, même quand on n'est pas là, les gens se font opérer. Et j'ai la preuve tous les jours parce qu'on m'envoie par WhatsApp des images, on me demande des questions pour opérer des patients parce que je ne peux pas être là-bas tout le temps. Vous êtes, sans indiscrétion, vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui. Et comment ils vivent votre... Et ils vivent ça comme une expérience extraordinaire. Bien sûr parce que vous ne les voyez pas souvent, vous êtes dans des situations, dans des zones plus qu'à risque. On est à risque même quand on prend la route. C'est vrai. Je vous l'avais dit, il va me déprimer, moi, ce monsieur, ce matin. Et d'ailleurs, on va le garder, parce que j'ai encore quelques questions à lui poser. Docteur Zoher Lehna est avec nous ce matin pour parler de ce centre socio-médical ouvert dans le quartier de l'Oulfa à Casablanca, adressé aux migrants et aux réfugiés au Maroc. Avec nous également Rachid Jankari, qui est président du comité de soutien, qui a permis la création de ce centre. On les retrouve juste après ça. Samsung Galaxy A présente Vita Vie en A.
Une aventure interactive et immersive à vivre en ligne. Une aventure dont tu es le scénariste et le héros. Une aventure dans laquelle ton amitié, ton astuce, ton audace, ton ambition et ton côté artiste vont être mis à rude épreuve. Une aventure dans laquelle le plus grand risque que tu cours, c'est de gagner un Samsung Galaxy A. Rendez-vous sur www.vitaviana.com. رشيد شو حلقة كلها مفاجآت، أسئلة محرجة وأجواء مليئة بالضحك والتحدي، أسرار لأول مرة غادي تسمعوها. رشيد شو الجمعة مساء على دزم. تواصلوا مع رشيد شو نسكافيه. Oui mais non, avec Younes, oui mais non, mais... On recommence. Oui, mais non, avec Younes sur Radio 2M. Bonjour et merci d'avoir choisi Radio 2M pour votre début de journée. Il est 8h30, tout de suite un point sur l'actualité présenté par Maha Ben Slimane. Bonjour à tous. Premier attentat terroriste à Ouagadougou. L'enquête et l'identification des corps des victimes se poursuivent. 14 ou 15 étrangers, dont un enfant de 9 ans, figurent parmi les 29 personnes tuées. 50 personnes ont également été blessées dans les attaques de plusieurs hôtels et restaurants de la capitale burkinabé. Je vous rappelle que la photographe marocaine Leila Alaoui figure parmi les blessés graves. Elle a été touchée par 2 balles dans le bras et la jambe. La vie de la Marocaine serait hors de danger, selon l'ambassadeur du Maroc à Ouagadougou. Et pour lutter contre l'islamisme armé en Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de coopérer en échangeant des renseignements et en menant des patrouilles conjointes. Accord du nucléaire iranien. Les présidents américains et iraniens ont salué son entrée en vigueur, mais une mesure du Trésor américain vient rappeler que la défiance persiste entre les deux nations. Le Trésor a annoncé de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran. L'Iran les a qualifiées ce matin d'illégitimes, car ce programme ne serait pas conçu pour avoir la capacité de transporter des têtes nucléaires. Crise entre Téhéran et Riyad, une délégation pakistanaise conduite par le Premier ministre Nawaz Sharif en visite en Arabie Saoudite. Objectif tenter d'apaiser les tensions avec l'Iran suite aux attaques des missions diplomatiques saoudiennes en Iran. Au Proche-Orient, un Palestinien a pénétré dans une colonie israélienne de Cisjordanie occupée. Il a poignardé à mort une femme dans sa maison. Il est recherché par les forces de sécurité israéliennes. Syrie, au moins 400 civils enlevés par Daesh après l'assaut sur la ville de Deir Zor. Parmi eux, des femmes et des enfants. Durant l'attaque, au moins 135 personnes ont été tuées selon le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sur le terrain, toujours dans l'est de la Syrie, 40 civils dont des enfants ont péri dans des raids aériens sur Raqqa, bastion du groupe terroriste Daesh. En bref, en Turquie, 18 présumés membres de Daesh appréhendés hier par la gendarmerie. Ce groupe, dont 8 enfants, a été intercepté à un barrage routier dans la province de Kilis, aux frontières avec la Syrie. Yémen, au moins 10 morts dans un attentat suicide à la voiture piégée visant la résidence du chef de la police à Aden, dans le sud du pays. Sur un autre front, Médecins sans frontières a réussi à faire entrer 2 camions chargés d'aide médicale dans un quartier de la ville de Taez, assiégé par les rebelles Houthis. En Tunisie, les forces de sécurité protestent aujourd'hui contre la détérioration de leurs conditions de travail. Ils portent un brassard rouge pour faire entendre leurs revendications. Ils ont prévu également une série d'actions, notamment le boycott du régime de travail, 12 heures par jour, et celui de la campagne de vérification des vignettes des voitures à partir de jeudi prochain. Les 62 personnes les plus riches au monde possèdent désormais autant que la moitié de la population mondiale, soit quelques 3,5 milliards de personnes selon un rapport de l'ONG Oxfam rendu public aujourd'hui. Le monde est plus inégalitaire et le plus inquiétant, c'est que la tendance s'accélère. La richesse des plus riches a augmenté de 44% depuis 2010, alors que celle des plus pauvres a chuté de 41%. Le Maroc, modèle à suivre, est leader régional en matière de valorisation des énergies renouvelables. Le leadership et
l'expérience du Royaume dans le domaine a été saluée par les participants de l'Assemblée générale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Ce rendez-vous international premier du genre après la COP 21 de Paris s'est tenu samedi et hier dimanche à Abu Dhabi. C'est avec cette information qu'on referme ce Flash Info. Tout de suite, la météo. Radio 2M. La météo du jour. Temps nuageux sur la majeure partie du royaume, de la pluie prévue cet après-midi sur les reliefs. Côté Mercure, comptez 16 degrés à Amrak chez Oujda, 17 à Tanger, 18 à Souera, 20 pour Rabat, 21 à Casablanca, 22 à Smara et enfin 23 degrés à Dakhla. Merci Ma. Oui, mais non. 7h, 9h. Radio 2M. Avec Younes. 8h34 sur Radio 2M et ce matin nous recevons le docteur Zohair Lehna qui ouvre un centre socio-médical dans le quartier de Wolfa adressé aux migrants et aux réfugiés chez nous. Avec nous également Rachid Jankali, président du comité de soutien qui a permis la création de ce centre. Je vais vous faire réagir parce que je voyais faire bien la grimace lorsque Maha donnait cette information de l'inégalité et de ces puissants qui amassent les milliards de dollars et ils sont pas nombreux, ils se comptent sur les doigts de la main. Ça vous fait hurler ça? Les guerres sont faites pour ça. Les guerres ont toujours permis aux gens de s'enrichir un peu plus. Voilà, donc en vendant des armes, et une autre guerre, c'est la guerre de la nourriture, comme l'explique Ziegler. Voilà, enfin, le monde est inégalitaire, c'est malheureusement comme ça. Mais bon, tous ces milliards vont pas leur servir longtemps parce que, heureusement que l'être humain, il n'est pas permanent. Il décède. Il y a une question, Zohair, d'un auditeur qui vous dit, alors faire de l'humanitaire, on en rêve tous, à vous écouter, vous nous faites tous rêver, mais comment c'est possible? Comment on gagne quand même sa vie quand on a une famille comme la vôtre? Moi, je l'ai fait depuis maintenant 20 ans. J'ai toujours travaillé et je l'ai fait en parallèle. Ça veut dire que je prenais sur mes vacances, soit en mes temps, et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui prennent un week-end, qui donnent leur savoir, qui donnent. On n'a pas besoin de partir sur les terrains de guerre. Comme moi, je pars une fois. Ou avant, je partais une fois par an. Maintenant, je pars un peu plus souvent parce que voilà, j'ai pris comment dirais-je, le temps de le faire. Deuxièmement, il faut pas être très gourmand. Dès qu'on a ce qu'il faut. Et votre famille non plus, parce que je me mets aussi à leur obligé. place, Il faut gourmand en moyens, ni aussi en temps avec leur papa. Ça doit être difficile pour eux. Le temps, c'est de la qualité de temps en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont présents sans être présents. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de 6h du matin jusqu'à 22h pour gagner de l'argent et ils payent leur absence en offrant des jouets à leurs enfants. C'est pas ça en fait. Il faut gagner le temps dans la qualité des rapports. Il faut avoir une épouse qui vous correspond bien évidemment. Et il faut aussi être comme le triangle de Maslow. Une fois qu'on a assuré un logement et une voiture, il ne faut pas en avoir besoin d'un logement plus grand, un logement ailleurs, une voiture plus grosse. Parce que là, on est dans le capitalisme direct et on suit nos envies. C'est pas mal aussi, mais les envies... Vous élevez des petits communistes. Pas vraiment. Les communistes sont virés. Vous voyez les communistes chinois et même nos communistes à nous, le PPS, comment il a viré? Non. Ah ça, j'y suis pour rien. Je la voyais pas venir. Je les appelle les communistes bourgeois. Ah non, le communisme, ça c'est une leurre maintenant. On s'est rendu compte. Non, en fait, c'est l'équilibre. On a tous besoin d'un certain nombre, mais si vous rendez vos besoins importants, vous courez derrière. Tandis que le don de soi vous ramène une richesse immatérielle, je ne peux pas vous l'expliquer. Si vous-même, quand vous rendez service à quelqu'un, vous ne vous sentez pas un bonheur, mais bien sûr que vous le sentez. Ouais. Et l'immatériel est très important. En plus, on est croyant. Donc quand on est croyant, alhamdoulilah, pour une grande majorité des croyants, donc on travaille avec Dieu, on travaille pour l'au-delà, et on sait. Par exemple, on parlait des enfants, quand on fait du bien autour de soi, Allah va protéger nos enfants. C'est pas moi qui les protège. Et là, en fait, la foi aussi peut augmenter, parce que c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui prend. Donc, par contre, des fois, finalement, on dit, non, c'est moi qui gagne, c'est moi qui dois faire. Et des fois, on est poussé, surtout quand on tombe dans le crédit, à faire quelque chose qui n'est pas très, très net, pour en avoir plus. Et on rentre dans un système... pas bon en fait. Les deux questions que je reçois le plus sur Twitter et sur Facebook sont 1. Quelle est l'adresse du centre? Et 2. Comment on peut vous aider?
Alors l'adresse du centre, elle est un peu compliquée. Elle est sur ma page Facebook et sur le centre. C'est centre Injab. On a créé Injab. Il y a une page en mon nom, Dr Zouher Lana, parce que j'écris un peu sur la géopolitique, sur le monde, sur tout ça. Et en fait, on peut nous aider par le temps. Et par aussi les moyens financiers, si les gens veulent bien. Comme je vous expliquais, c'est une histoire magnifique. J'avais la patiente qui devait être opérée, une dame venait, je leur disais, voilà, cette femme, je vais l'opérer certainement, il nous faudra que je me débrouille 2-3 000 dirhams, le prix de la clinique. Elle ouvre son sac, elle me donne l'argent pour payer la clinique.